il doit passer de l'autre côté pour une communication. Je donne la parole en premier, et je reviens sur le panéliste. Merci, professeur. Bon, je vais essayer la lecture. Quelqu'un qui a posé la question, à savoir les pistes pour faire de l'entrepreneuriat. Je vais juste à la sortie. Bon, en fait, c'est vrai que le métier de géotechnicien peut être réparti en plusieurs choses. Et tout dépend de ce que vous allez faire. Si, par exemple, vous voulez avoir un bureau d'études, des géotechniques d'ouvrage, où il faut peut-être faire des sondages en profondeur, prendre des échantillons en profondeur, là, il faudrait y avoir les sondeuses qui vont le faire. Donc, c'est un investissement. Je pense que c'est l'investissement le plus important d'ailleurs en termes de matériel. Parce que les machines, donc de géotechnique, je parle des machines neuves, peuvent aller, disons, de 60 à 100 millions, dépendamment de là où il est. Après, bon, il peut y avoir des machines d'occasion, etc. Mais c'est pas seulement la machine, il y a aussi les outils qui vont avec. Notamment, voilà, le carottier, etc., qui coûte 1,5 million à 3 millions. Après, peut-être il te faut un précieux, puisque nous sommes très très français. Bon, on fait, si tu as une machine qui peut faire du SPT, voilà, mais le plus souvent les lampes que l'on utilise au Sénégal, c'est les Eurocodes, mais d'application française. Et dans ces normes-là, les essais qui sont éprouvés, c'est-à-dire validés, c'est les essais spéciaux et les essais PT. Si tu fais des essais SPT ou autres, tu as l'obligation de faire des essais en très grandeur pour caler les conditions de sécurité. Donc le précieux va vous coûter, disons, 6 000 € ou 7 000 € pour faire. Maintenant, vous pouvez commencer aussi par un laboratoire, ne pas avoir une machine. Tout dépend de la stratégie que vous allez faire. Voilà, juste en laboratoire. Voilà, faire une identification, c'est pas compliqué, c'est juste des tamis, du matériel de métaterre, etc. Ça va te donner aux environs de disons, voilà, 3 millions, 4 millions, 100 € le mètre. Et après, tu peux faire quelques essais, tu peux aussi aller essayer de nouer des partenariats avec les labos les plus grands, par exemple, parce que parfois ils ont des rushs où ils doivent faire beaucoup d'échantillons, ils doivent les écouler, etc. Ils ont besoin d'appui. Le plus souvent, ce qu'on fait, c'est prendre beaucoup de temporaires, de manœuvres temporaires pour évacuer ces choses-là. Si on a par exemple un géotechnicien, carrément derrière, c'est mieux, par exemple. Donc ça, c'est une piste, par exemple. L'autre aspect, c'est faire comme les infrastructures aussi, c'est-à-dire, voilà, vous n'avez pas de matériel, vous faites du conseil. Et ça, c'est aussi, bon, c'est vrai que les gens, parfois, peuvent ne pas bon, dans nos pays, actuellement, le considérer beaucoup, mais c'est quelque chose de très, très, très important. Parce que parfois, nous, en fait, on fait beaucoup de diagnostics. Il y a énormément de problèmes dans les projets parfois. Et les maîtres d'ouvrage parfois sont très orientés. Parce qu'en fait, parfois, ils veulent conduire, piloter eux-mêmes leur projet. Et ils ne sont pas peut-être, normalement sachant quoi. Donc, quand ils ont des problèmes, parfois le structure essaie de se positionner, c'est un problème géotechnique, c'est pas un problème géotechnique, etc. Donc, voilà. Dans certains projets, vous pouvez jouer le conseil, par exemple. Voilà, vous donner des conseils. En faisant quoi? Déjà, par exemple, les maîtres d'ouvrage, quand ils consultent pour faire une étude de sol, ils disent au bureau d'études, voilà, j'ai un bâtiment à faire, j'ai un pont à faire, faites-moi une offre, une étude de sol. Et chaque bureau
va essayer de définir son programme d'investigation. L'un va dire je vais mettre 4 points, l'autre va dire je vais mettre 2 points, l'autre va mettre 5 points. Je vais faire des carottages jusqu'à 40 mètres, l'autre jusqu'à 30 mètres, etc. Voilà. Donc ils n'ont jamais en fait le même programme. Et le maître d'ouvrage parfois a du mal à même dépouiller, bien alors, c'est-à-dire évaluer les autres. Parce que ce n'est pas son métier, il ne sait pas. Parfois, il faut tomber sur quelqu'un qui a compris faire quoi. Alors que le gars, il a proposé deux sondages, l'autre a compris beaucoup plus élevé, il a proposé peut-être 4 sondages, et en termes de matériel, il est même peut-être moins cher. Mais au détriment de quoi? Au détriment de la précision, et aussi la précision des calculs, la maîtrise des risques derrière. Vous voyez donc, du coup, s'il a un géotechnicien à côté, ce géotechnicien va décrire les TDR déjà. C'est comme ça qu'on demande au bureau d'études de vous donner une offre. Il faut fixer lui-même le programme d'investigation, le nombre d'essais, les types d'essais à faire, etc. Et puis consulter pour lui. Après, évaluer les autres également. Et après, suivre les travaux. Comme je disais tout à l'heure, parfois, nous sommes les premiers à arriver sur des projets. Donc, si ce n'est pas les grands projets, personne ne nous surveille. On peut faire tout ce qu'on veut au niveau du site et puis partir. Et puis même celui qui vient et qui n'est pas technicien, il faut ne pas connaître ce qu'on fait. Vous voyez un peu. Et c'est très fréquent. Voilà. Donc, si vous vendez 10 mètres de carrelage, il faut que le mec sorte 10 mètres de carrelage. Comment le savoir? Vous voyez un peu. Donc, ces activités de conseil, si le métier est vulgarisé et puis le maître d'ouvrage en connaît la valeur ajoutée, ça va être intéressant pour lui de prendre ces conseils de maître d'ouvrage. Après, bon, quelqu'un a contribution en gros sur les 10 ans, les 15 ans d'expérience que j'ai dans le jeu. Je pense que ça, déjà, il y a deux choses. Donc, je trouve que quand même, 15 ans, c'est beaucoup. 10 ans, c'est beaucoup. Et aussi, comme l'a dit Maïs tout à l'heure, expérience, c'est pas mon domaine. Ouais, donc ça, c'est idéal. Donc, l'expérience, c'est pas mon domaine. C'est mon vécu, c'est tout qui a fait, etc. Bon, la preuve, c'est que si on est ingénieur de civil, sortant par exemple 2015, l'un travaille, l'autre ne travaille pas, au bout de 5 ans, on a fait ça, c'est clair. Alors qu'on a toujours, on a 5 ans, mais ce n'est pas 5 ans d'expérience. Vous voyez un peu. Donc, je pense que ça doit être revu, mais il faut savoir que ça, c'est au niveau des marchés publics. Ce n'est pas tous les projets, c'est au niveau des marchés publics. C'est au niveau des marchés publics, c'est au niveau aussi des bailleurs, par exemple, qui injectent, qui font l'investissement et qui attendent. En fait, ils ne font pas de la recherche, d'accord? Ils font des investissements et des investissements publics. Vous voyez, on peut de l'argent public qu'ils dépensent, donc ils sont en droit d'attendre de la qualité de ces ouvrages-là. C'est vrai qu'ils peuvent réduire ces nombres d'années, ou bien demander peut-être, parce que parfois, le plus souvent, ils mettent nombre d'années, ils mettent aussi les types de projets réalisés et des activités que vous avez vu après. Je pense que ça, c'est plus pertinent que même le nombre d'années. Essayez de réduire le nombre d'années. Voilà. Après, bon, il y a posé la question si on inscrit nos ingénieurs aux formations. Vous savez, il y a une chose que j'avais oublié de dire, c'est que le géotechnicien aussi doit être à jour par rapport à la technologie. Et ça va très vite actuellement. Et effectivement, oui, on a des plans de formation, on fait former nos ingénieurs. Ici, au Sénégal, comme en France, comme vous le voyez par exemple en Terrassol, etc. Pour la simple histoire, nous, Terrassol, c'est un partenaire. Nous représentons même le logiciel en Afrique de l'Ouest. Et on organise même des formations, des
des formations inter-entreprises, soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire ou quelque part. Donc, on a des plans de formation interne et aussi externe. Et qui sont envoyés parfois en France ou bien dans une formation inter-entreprise pour se former. L'autre chose aussi, mais là, ça c'est bien, c'est des formations qui sont bien. Donc ça te permet d'avoir un aperçu de là où est la technologie actuellement. Mais la meilleure formation reste la formation que tu fais avec ton mentor dans un projet. Pas à pas. Donc ça, quand même, c'est ça qui te permet après d'être très vite opérationnel. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Après, ce que j'avais oublié de rajouter, pour que les gens puissent aussi connaître la géotechnique et puis l'importance de la géotechnique, qu'ils puissent intégrer dans leurs équipes, donc les géotechniciens, c'est la réglementation. On n'a pas parlé. La réglementation qui est gérée par l'État, par les autorités étatiques, par exemple, c'est-à-dire les codes de construction, etc. De dire que voilà, et ça c'est pour le bien de la population, c'est pour le bien de l'État, etc. Dire que par exemple, les constructions, avoir l'acte de construire, ou bien l'autorisation de construire, il faut les études de sol, des choses comme ça, etc. Donc ça permet aux gens également d'intégrer cet aspect dans leur activité. Je pense que. Après, il y a quelqu'un qui a parlé des bureaux étrangers aussi. Bon, il faut savoir que. Après, il faut optimiser. C'est vrai que tant qu'on sait faire quelque chose, c'est mieux que nous, de toute façon, que quelqu'un d'autre nous le fasse. Ça, c'est clair. Mais, parfois aussi, il faut être très, très raisonnable. Ça dit quoi? En fait, comme vous le voyez, nous sommes toujours un pays sous-développé. Il n'y a pas tous les ouvrages qui existent ici, au Sénégal. Vous voyez un peu. Quand on doit faire, par exemple, je ne sais pas, une extension d'un quai ou d'un nouveau port, on doit faire une jetée, par exemple, de 1 kilomètre dans la mer. Donc, ça n'a jamais été fait ici au Sénégal. On ne va pas s'aventurer quand même à aller faire nous-mêmes quelque chose qu'on n'a jamais pu faire. C'est vrai que dans la théorie, on l'a appris et tout ça. Mais quand on est dedans, vous verrez qu'il y a quand même des aspects, il faut vraiment faire la pratique. Donc il faut juste mourir. Il faut tirer profit des étrangers qui ont déjà fait ces ouvrages plusieurs fois, non réussi et savent comment les trucs, regarder comment ils font, apprendre également. Et après, les ouvrages qui vont suivre, c'est ce de les faire. Mais le monde est ainsi constitué, c'est pas. Mais partout c'est comme ça. En France, quand ils ont voulu faire le central nucléaire, etc., mais ils sont allés aux États-Unis. Ils ont allé aux États-Unis, acheter les matériaux et tout. Vous voyez un peu, faire venir des experts. Voilà, ils font et puis ils suivent. Au Maroc aussi, pareil, le TGV Alcora, quand ils le faisaient aussi, pareil, c'est des postes qui sont venus, ils sont. Maintenant, là où il faut appuyer, c'est comment gérer maintenant le transfert de compétences, de local content. Effectivement, je commence à se faire au Sénégal, quand je pense, j'ai mon avis, et je pense que ça s'est amélioré, ça s'est beaucoup amélioré. Parce qu'en fait, l'État dit, oui, il y a les Sénégalais qui vont travailler dedans, etc. Mais on n'a pas un cadre où l'État essaie de détenir en fait ce transfert de technologie. Parce que l'État va venir, il va faire un air, il recrute un autre Khalil, qui vient participer sur le projet. L'État ne sait pas quel type de contrat il a avec Abdou Khalil, il ne sait même pas. Le CFA qui lui dit voilà, j'ai pris 4 Sénégalais, et après, dans les services du il y a 4 Sénégalais qui travaillent dans le fait, il ne sait même pas ce que je fais je peux être gestionnaire de stock là-bas, ou autre chose, etc. Et après, même si je travaille dans l'ingénierie, j'acquiers de l'expérience, juste après mon contrat est fini, il n'y a pas un autre projet, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher mon boulot, on prend ailleurs pour faire de la gestion immobilière, je suis parti, et j'ai fait là-bas 10 ans, où est cette expérience-là? À chaque fois que l'État voudra refaire cet ouvrage-là, les étrangers vont rencontrer.
C'est pourquoi d'ailleurs, j'avais un peu théorisé à penser, par exemple, à l'État de la même manière qu'ils ont eu à faire au niveau, par exemple, des finances, de la fiscalité, etc., qui maîtrisent, personne ne vient les apprendre cela. Ils ont eu une école, jalousement gardée, quand ils sortent, ils les mettent quelque part pour les suivre, etc. Ces gens développent bien cette partie-là. De la même manière, peut-être qu'ils auraient dû faire pour les métiers scientifiques, que ce soit l'ingénierie civile, géotechnique, que ce soit l'agriculture, même l'économie et tout ça, avoir un bureau d'études national, par exemple, étatique, qui prend des ingénieurs, ils ont un contrat peut-être, je ne sais pas, de 10 ans avec l'État, et ça permet tous les études qui se font dans le pays, sur quelque domaine que ce soit, ça passe dans ce bureau-là. Et les gens auront la documentation technique, auront l'expérience là-bas détenue par l'État. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir Bénin, par exemple, ça existe là-bas. Moi, j'ai eu à faire un projet avec une entreprise, il y avait un bureau de contrôle, il m'a posé énormément de questions, j'ai répondu à toutes les questions. Le moment où j'ai pensé que j'en ai fini, quelques mois après, j'ai vu cette observation de Bénin. Mais cette fois-ci, oui, bon, voilà, c'est la dans tous les points qui vont passer. Et j'ai vu, c'est des ingénieurs, et des jeunes ingénieurs. En fait, ils venaient même plus peut-être pour apprendre que de faire du contrôle. Ils demandent des questions, comment ça se passe, comment on fait calculer ça, comment on fait ça, etc. Est-ce qu'on peut faire un workshop, par exemple, vous expliquez comment on fait ça. Et toi, et tout ce qu'ils te demandent, ils vont le faire parce que ça ne sera pas payé. Il faut que le propre être payé, quoi. Donc, tu essaies de leur donner tout, de leur expliquer, d'être gentil, parce que s'ils ne valaient pas, ils ne seraient pas payés. Et bon, jusqu'à ce qu'ils comprennent, après ils ne valent pas, tu es payé, tu es parti. Et eux, ils gardent l'expérience chez eux. Voyons. Donc, c'est des axes, par exemple, que peut-être l'autorité étatique va explorer pour. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut laisser faire la communication. Voilà. Alors, merci encore. Là, c'est très détaillé, très clair. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Pour le cas où ça finit avec vous, donc, voilà, merci beaucoup. Maintenant, c'est la dernière. Ok, donc à présent, je vais commencer par donc j'y vais. D'accord, donc merci beaucoup. Merci également de l'invitation que vous portez à notre panel. Donc pour la question de M. vraiment merci beaucoup. Je ne savais pas également que vous étiez président du club Jeune Civique. Je m'assure que c'est quelqu'un également qui est très actif dans la vie de la stage. Donc par rapport à votre question, si le Hassid est affilié à la vie, je dirais que le Hassid même est une division de la vie. Donc au niveau de la direction de l'insertion et de la relation avec les entreprises, nous avons deux divisions. Donc, d'une qui est déjà le Hassid, qui est l'observateur de compétences de l'innovation et des technologies. L'autre qui est également une division santé des stages et des relations avec les entreprises, gérée par Mme Khalissi Libé. Et donc, pour répondre un peu aux interpellations de M. Faye, concernant le poste de stage et d'emploi, moi, je dirais que les stages, c'est d'abord conseillé. Parce que c'est une période dans laquelle le recruteur, le recruteur examine si peut-être il a le bon profil ou non. Si le recruteur voit que vous avez déjà les compétences pratiques, vous avez la connaissance, vous avez également le bon comportement, vous avez également, vous êtes productif, donc pourquoi aller chercher ailleurs? Donc si vous avez déjà un stage, le mieux c'est de continuer avec vous pour un CDD, peut-être après pour un CDD. Et je vais essayer également, donc, pour être d'accord, de revenir les points qui vont ensemble, donc le comportement en entreprise et travailler sur question, notamment sur la communication d'entreprise aussi. Je dirais que d'abord le comportement de l'entreprise, c'est d'abord fondamental parce que aujourd'hui l'entreprise, que ce soit l'entreprise, que ce soit ailleurs,
Donc nous devons avoir un comportement exemplaire. Donc pour donner, parce que je pense que quelqu'un l'a dit, aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement les demandeurs ou bien les stagiaires, mais également le recruteur aussi, il est parfois inquiet. Parce que lui, ce qui le préoccupe, c'est le développement de son organisation, donc le développement de son entreprise. Donc lui aussi, il fera toujours pour avoir de bons produits. Donc je conseillerais de développer plus de leadership, je dirais, donc plus de confiance en soi, également de développer également ses talents et également de communication en entreprise. Donc pour ce qui est de travailler sous pression, je dirais que ça fait même partie des modules de soft skills. Parce que nous avons des formateurs qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, ils interviennent dans les entreprises où ils apprennent donc, à ceux qui sont dans les entreprises comment travailler sous pression. Donc, c'est pas du tout. C'est très difficile d'être fatigué, donc de faire de 8 heures peut-être à 17 heures et on a un travail à faire. Et tout. Donc, comment peut-être maîtriser son état d'esprit, comment peut-être se surpasser, même si on est fatigué. Parce que là, je pense qu'il faut être animé du travail bien fait pour également se dire que ça, je peux le faire. Ça également, je ne le fais pas tout simplement pour l'entreprise, mais je le fais également pour moi-même. Parce que l'avancement de l'entreprise également, c'est mon avancement. Et pour revenir également sur le dossier de candidature, je pense que j'ai parlé de renforcement, de formation en renforcement technique. Donc, ça permet tout simplement de ficeler ce qu'on appelle un dossier de candidature. C'est-à-dire que l'étudiant n'a pas après besoin de payer pour qu'on lui fasse un bon CV. Il n'a pas également besoin de payer pour qu'on lui fasse une bonne lettre de motivation qui est de demande d'emploi. Donc, il est suffisamment payé, il est suffisamment armé, donc il est suffisamment compétent pour pouvoir vraiment aller à un niveau de l'entretien d'embaucher de réussir ça. Donc, on prépare l'étudiant avant qu'il ne sorte, on le prépare à avoir tous ses bagages intellectuels. Une fois sur le marché du travail, le recruteur ne va plus des excuses pour le travail. Parce que comme vous venez de le dire, on peut avoir de très bons ingénieurs géopoliticiens. Mais le problème, c'est que dans un entretien d'embauche, s'il n'est pas capable de se valoriser, s'il n'est pas capable de montrer de quoi il est capable, s'il n'est pas capable de communiquer, s'il est sous pression, s'il est stressé, etc., ça diminue carrément ses problèmes d'être recruté. Et d'habitude avec les entreprises, d'habitude avec les recruteurs aussi. Le nombre d'années d'expérience, d'habitude je les réponds, je les dis que si toutefois vous ne prenez pas ceux qui n'ont pas d'expérience, ce sera trop compliqué. Et que vous préférez prendre ceux qui ont déjà l'expérience dans le domaine. Et que c'est vraiment compliqué. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire qu'il faut donner la chance aux nouveaux. Donc aux nouveaux qui viennent de sortir des universités, qui sont à la recherche d'emploi et de stage. Parce que eux qui sont peut-être les RH, ceux qui sont dans les entreprises, parce qu'on leur a donné une chance qu'ils sont là-bas. Mais pratiquement, ils n'avaient pas d'expérience. Ils avaient zéro expérience. Donc c'est parce qu'ils ont donné l'expérience qu'ils sont là-bas. Mais maintenant qu'on est peut-être RH quelque part, dans les entretiens, donc vous demandez 5 ans, 3, 10 ans d'expérience, c'est compliqué pour ceux qui viennent d'arriver. Donc je dirais que pour terminer, donc au niveau également des entreprises, il y a ceux qui font également le renforcement de capacité de ceux qui sont dans les entreprises. Parce que comme vous venez de le dire, le monde évolue également, les nouvelles technologies évoluent. Donc il faudrait apprendre, mieux vous prendre ceux qui sont dans les entreprises. Donc la ressource humaine qui est dans l'entreprise, et le former pour qu'ils puissent utiliser les machines, les nouvelles machines de dernière génération. C'est plus facile que de recruter peut-être d'autres personnes. Donc mieux vous financer des formations de renforcement de capacité. Et bon, nous au niveau également de la direction. Si par exemple nous avons une forte demande des géotechniciens dans un domaine qui aimerait être formé, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons des partenaires, des RH, des entreprises, donc faire intervenir des professionnels également dans la pédagogie, donc des formations extrascolaires pour vraiment
permettre aux étudiants de la pratique dans leur formation. Et pour ce qui est donc, le développement des substituts, je pense que c'est même les fondamentaux qu'il faut implémenter chez les étudiants pour Amidou Gorée. Je pense que ça même c'est la base, c'est la base. Parce qu'avant peut-être de se dire qu'on est entrepreneur, avant peut-être de se dire aujourd'hui qu'on est employé, il faut d'abord se développer personnellement, être suffisamment, avoir la confiance d'abord en soi, pour se dire que je peux faire le travail, je suis compétent, j'ai tous les bagages intellectuels qu'il faut pour vraiment être productif et apporter une pierre à l'édifice. Et donc, pour ce qui est le stage obligatoire, je pense que au niveau de l'UIT, l'Institut universitaire de technologie, donc l'institut dans lequel j'ai eu mon diplôme, là, le stage est obligatoire. Parce que quand tu sors, avant de prétendre avoir ton attestation, il faudrait que tu puisses d'abord faire de la pratique, il faudrait que tu puisses d'abord te trouver un stage, peut-être 2 mois, ça dépend. Mais juste il faudrait qu'après la formation, que tu puisses faire le stage, présenter ton rapport de stage pour prétendre avoir ton attestation. Donc je pense que j'ai fait le tout, vu que nous sommes pris par le temps, et que, bon, je voudrais également lancer on appelle à l'ensemble des entreprises qui sont là. Peut-être après, nous pourrons échanger nos contacts. Parce que nous sommes également dans une démarche qui est de faire la cartographie des entreprises pour voir dans quelle mesure on peut collaborer et travailler ensemble. L'autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'au niveau également de la direction, nous avons 4 développeurs qui sont actuellement en train de travailler sur une plateforme totalement digitale qu'on appelle Booster Plus. Donc, c'est une plateforme qui permet aux étudiants, un chercheur d'emploi et également aux étudiants qui veulent vraiment entreprendre, de se faire coacher, de se faire encadrer à travers des professionnels qui sont des entreprises, qui sont également dans le monde professionnel. Là également, c'est ça l'opportunité également pour ces entreprises de voir exactement les profils de nos différents étudiants. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, pour toutes ces informations que vous avez. À présent, je donne la parole à Fatih. On laisse nos familles aller travailler. Il faut pas travailler de sinon, on va faire. Et là, je félicite le réseau. Je félicite aussi les universités qui ont organisé cette journée. Et je nous encourage à l'organiser à chaque année. Et nous aussi, nous serons toujours disponibles pour vous. Merci. Un dernier mot juste avant de dire la résistance. Je voudrais un peu faire un point sur le management. Souvent, en entreprise, ce qui se passe, c'est que les calculs en fait, les calculs purs, là vous les faites, une fois en entreprise, vous allez les faire sur les peut-être 5 à 10 ans. Au-delà, vous serez amené à du management. Je vous rappelle cette phrase quand j'étais en classe. Vous avez dit que vous serez plus amenés à être des commerçants que des ingénieurs. On en arrive, mais aujourd'hui, avec nous, par exemple, qui avons fait 10 ans sur les entreprises, on se rend compte en fait qu'on est là à faire des arbitrages budgétaires, à défendre des budgets. Donc, cet aspect de management financier est important pour un ingénieur. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, donc